Antoine, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais Ferrari. Pourquoi? Parce que ça va vite. Ça, c'est moi. Vous m'avez certainement déjà vu sur la chaîne YouTube Chimical à faire des vidéos. Antoine, mais qu'est-ce que tu fais? Je récupère de l'herbe. Pourquoi? Bah, c'est pour une vidéo. Quelle vidéo? Bonjour. Vous étiez très nombreux à l'attendre, alors voici la vidéo numéro 5 sur Dr Stone. Une vidéo plus longue que les autres, mais qui retracera toute la saison 2. Bon, et vu que j'ai pas forcément envie de résumer l'intégralité des 4 premiers épisodes, je vais considérer que vous les avez déjà vus. Sinon, n'hésitez pas à aller voir ces bangers. Allez, sur ce, c'est parti. Dans cette deuxième saison, il y a un personnage dont je ne vous avais parlé que très rapidement dans la saison précédente, mais qui va prendre toute son importance dans cette vidéo. Je vous présente Gen, un jeune homme avec une belle mèche blanche et dont la cicatrice sous l'œil nous indique qu'il a été dépétrifié. Dans sa vie précédente, Gen était mentaliste et magicien. Il se sert d'ailleurs régulièrement de ses tours de magie pour impressionner la galerie et convaincre son auditoire. Je voulais vous présenter ce personnage parce que vous allez voir qu'il va prendre une place énorme dans toute cette vidéo et qu'il va se servir de ses très nombreux talents pour aider nos héros. Je vous propose d'ailleurs de suivre ses très nombreux talents grâce à ce compteur Genger. Bon, où en étions-nous dans notre histoire? Senku et ses amis avaient réussi à fabriquer un téléphone portable leur permettant de contacter Taiju et Yuzuriha qui s'étaient infiltrés chez Tsukasa pour l'espionner. Mais il y a un petit hic. Comment faire passer cet énorme appareil chez l'ennemi sans éveiller les soupçons? D'autant plus que Tsukasa est loin d'être bête. Il fait surveiller Taiju et Yuzuriha 24 heures sur 24 par ses meilleurs sbires, de redoutables combattants dépétrifiés. Et sans oublier Omura, une gymnaste de haut niveau perchée dans un arbre à proximité du village et qui surveille Senku et ses amis en continu. Comment faire passer le téléphone dans ces conditions? Bon, jusqu'à la saison 2, l'auteur avait pris 2 ou 3 petites libertés pour pouvoir faire avancer son intrigue. Là, dans la saison 2, on passe à la vitesse supérieure en termes de pirouettes scénaristiques. Oui! Pour faire sortir le téléphone du village, les héros forment un groupe avec Magma, qui portera le lourd appareil, Chrome qui pourra le fabriquer sur place, et Gen qui connaît bien le chemin pour aller chez Tsukasa. Mais encore faut-il détourner l'attention de Omura pour qu'elle n'avertisse pas Tsukasa. Pour cela, Senku fabrique des bombes artisanales en plongeant des électrodes dans de l'eau et ainsi gonfler des ballons explosifs qu'il place discrètement un peu partout autour du village. En les faisant exploser, il détourne l'attention d'Omura et le trio arrive à avancer. Mais Omura comprend assez rapidement ce qui se passe et se lance à leur poursuite. C'est alors que Senku sort sa deuxième invention, une flashbang à base de magnésium obtenue en faisant passer de l'électricité dans de l'eau de mer concentrée. En lançant la grenade et en tirant sur la ficelle, il déclenche un flash aveuglant et capture Omura. Mais elle se défait facilement de l'emprise de Senku et réalise, en regardant les villageois venus l'arrêter, que Gen, Chrome et Magma manquent à l'appel. Elle en déduit qu'ils sont donc partis en direction de la forteresse de Tsukasa pour y amener une arme scientifique de grande valeur. Elle se lance donc à nouveau à leur poursuite. C'est là que Senku sort sa troisième invention, une lampe UV. Il avait collé des paillettes de tungstène fluorescents sous les chaussures d'Omura, qui laissaient donc des traces sur sa route. Le groupe de Senku se lança donc à la poursuite d'Omura. Senku décide d'envoyer un signal bref à l'équipe de Chrome leur indiquant qu'ils étaient poursuivis. Grâce à leur téléphone, Gen, qui connaît le langage morse, communique leur position à Senku pour prendre Omura en tenaille. Gen propose alors à Chrome d'aller installer l'antenne en haut d'un arbre qu'Omura décide de détruire, mais c'était un piège, une vulgaire antenne en bois. Omura se refait capturer, pour de bon cette fois, et le groupe de Chrome, Magma et Gen arrive alors sereinement jusqu'au village de Tsukasa. Bon, tout ça c'était bien beau, mais est-ce que c'est réaliste? On parle quand même de fabriquer des bombes avec de l'eau, des grenades flash avec de l'eau de mer, et une lampe UV avec des cailloux. Eh ben, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est tout à fait plausible chimiquement parlant. D'abord, les bombes à eau. En faisant circuler un courant électrique dans de l'eau, on la décompose en dihydrogène et dioxygène, un mélange de gaz hautement explosif. Ensuite, les flashbangs à l'eau de mer. En évaporant l'eau de mer, on récupère de multiples cristaux, dont du chlorure de magnésium. Il suffit ensuite de faire subir une électrolyse au chlorure de magnésium pour récupérer du magnésium pur, un métal qui produit une lumière intense lorsqu'il est brûlé. Bon, comme d'habitude, on passe outre les étapes de purification du magnésium. Enfin, la lampe UV dont le verre a été mélangé à 2 minerais. Là encore, il existe un type d'ampoule qui fournit une lumière violette et un peu ultraviolette, faite à partir de verre et de différents oxydes métalliques. Ce sont ces lampes qu'on retrouve dans certains bars et dans les laser games, lampes qui font briller les dents et les vêtements blancs.
Ok, la science est réaliste, mais on pourrait aussi se poser d'autres questions. Comment Omura, qui surveillait Senku et ses acolytes H24 à tel point qu'elle connaissait leurs prénoms, a pu se laisser surprendre par leur diversion et ne pas savoir leur plan? Comment ont-ils pu suivre la trace d'Omura avec les marques de tungstène fluorescent quand presque tout ce qui se trouve dans la nature est fluorescent? Comment cette poudre ne s'est-elle pas estompée au fur et à mesure qu'Omura courait dans les arbres? Comment a-t-elle pu se faire avoir par le piège de Gen et ne pas reconnaître un objet en bois d'une antenne en métal? Comment n'est-elle pas morte en tombant d'aussi haut, même en se faisant attraper par Kohaku? Oui! Le trio arrive donc à la forteresse de Tsukasa. Maintenant se posent deux autres questions. Comment déposer le téléphone sans se faire voir? Et comment être sûr que seuls Taiju et Yuzuriha pourraient le trouver sans éveiller les soupçons? Heureusement, nos amis ont déjà trouvé la solution à ce problème. Oh, mais c'est... une tombe, tout à fait. La tombe d'un soldat de Tsukasa? Non, De qui alors? Dis le nom. c'est la tombe de notre petit Senku adoré. Mais attends, il est mort Senku? Bah non, bien sûr que non. Mais pourquoi il a une tombe? Tu te rappelles pas l'épisode 5 de la saison 1? Lors de leur affrontement, Tsukasa avait tué Senku, qui avait ensuite ressuscité grâce à la fameuse formule de dépétrification. Mais pour pouvoir avoir le temps de mettre au point un plan pour faire tomber Tsukasa, les héros décident de cacher la résurrection de Senku. Et, pour ne pas éveiller les soupçons, Taiju et Yuzuriha visitent régulièrement sa tombe. Senku décide donc de faire installer la radio dans sa propre tombe pour que seuls ses amis puissent tomber dessus. C'est alors que Senku propose un plan un peu absurde. Bon, j'adorerais rester là à m'extasier devant ce magnifique téléphone et passer 10 millions d'années à discuter du bon vieux temps et de notre ancien monde. Mais on n'a pas vraiment le temps, il faut passer à l'action sans tarder. Je vais aller à l'essentiel, d'accord? Alors, pour commencer, essayez d'attirer un des soldats de Tsukasa devant le téléphone aussi vite que possible. Mais attends, ils voulaient pas cacher le téléphone aux soldats de Tsukasa? Initialement oui, mais là non. Mais alors comment ils vont faire pour convaincre les soldats? En fait, ils vont devoir compter sur 3 trucs. Une pirouette scénaristique, un peu de science et Gen. De quoi? Bon, remontons 3700 ans en arrière. Byakuya, le père adoptif de Senku qui avait survécu à la pétrification parce qu'il était dans l'espace quand le rayon vert avait touché chaque être humain sur Terre, était redescendu avec ses camarades astronautes sur le sol pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Mais réalisant l'ampleur de la catastrophe, il avait plutôt opté pour une autre option, transmettre toutes les connaissances de l'humanité aux générations futures au travers de 100 contes. Et si ces contes sont souvent pragmatiques et aident directement les auditeurs, le numéro 14 est légèrement différent. Dans le 14e conte, il raconte l'histoire d'une petite abeille qui s'appelle Haut-Parleur et qui adore bavarder plus que toute autre chose. Et lorsqu'elle pique les tombes avec son dard, elle se met alors à parler avec la voix de la personne disparue. Un haut-parleur, un dard qui fait parler la voix des morts. C'est bizarre, ce conte ne transmet aucune connaissance. Je ne vois pas du tout l'utilité de cette histoire. Senku a raison, pourquoi parler de haut-parleur? Et puis surtout, c'est quoi le rapport avec une pierre tombale? Il n'y a donc qu'une chose à faire, se rendre là où Byakuya et les autres astronautes ont été enterrés. Sur place, des milliers de pierres tombales, et, au sommet du cimetière, trône une pierre légèrement différente des autres. Ce truc n'est pas une pierre tombale. C'est une capsule temporelle qu'il a enfermée dans du béton pour la conserver. En l'ouvrant, il découvre un disque recouvert de papier aluminium, le nettoie à l'acide chlorhydrique et récupère un disque en verre. Et t'as rien à dire sur ça? Franchement, pas vraiment. Tout a d'ailleurs été plutôt bien pensé. Le verre est un des matériaux les plus durables capables de durer plusieurs milliers d'années. L'avoir protégé des bactéries dans de l'aluminium, connu pour ses propriétés antibactériennes, et le tout isolé des chocs et des intempéries dans un bloc de béton, c'était une super idée. Bon, par contre que le béton ait duré aussi longtemps en sachant que les bétons actuels durent entre 50 et 100 ans, ça paraît peu plausible. Sauf si on utilise la méthode romaine. Dans l'Antiquité, les Romains fabriquaient des bétons avec de la chaux vive à très haute température, ce qui permettait de créer des structures impossibles à obtenir à froid et d'accélérer grandement la prise du béton. Ainsi, il se formait des petits clusters de chaux. Et ce sont ces petits paquets de chaux qui expliquent sa longévité. Lorsque le béton se fissure, de l'eau va s'infiltrer et transporter ainsi du calcium qui cristallisera à nouveau en carbonate de calcium pour boucher les fissures. Aujourd'hui, principalement pour des questions de coût et de rendement thermique, les méthodes de fabrication du béton se font à froid, ce qui ne permet pas de former ces clastes de chaux. Bon, dans notre cas, on peut supposer que Byakuya utilisait la méthode romaine pour fabriquer son béton. Senku récupère donc ce disque, et là, le fameux conte numéro 14 fait parfaitement sens. Il s'agit en fait d'un disque comme on l'entend aujourd'hui, un objet sur lequel sont tracés des sillons qui recréent du son. Et, à la même manière qu'un vinyle, il faudrait une aiguille et un haut-parleur pour écouter ce qui a été enregistré. Et ça tombe bien, Byakuya avait un message à faire passer.
J'ignore qui entendra ce message. Dans des centaines, voire peut-être des milliers d'années, mais je me lance. Je m'appelle Byakuya Ishigami, et je suis un astronaute. Mon cher Senku, si jamais tu rencontres encore quelques difficultés à gagner le cœur des sympathiques habitants de ce petit village, alors fais-leur écouter ça. À tous ceux qui ont été privés de la magie de la musique, c'est pour vous. Nowhere to turn, nowhere to hide. Between a rock and a hard place, someone to find. I know the times are tough, just down and out, putting my faith in tomorrow. Et c'est tout? De quoi c'est tout? Ben c'est tout ce que son père lui a laissé. Bah oui, le message et la chanson. Mais en quoi ça va les aider à battre Tsukasa? Tsukasa était considéré comme le lycéen le plus fort de tout le pays. Il était déjà célèbre en plus d'être charismatique. Ça signifie que, pour pouvoir saper son emprise sur eux, il suffirait de leur faire croire qu'une célébrité qui est encore plus charismatique que lui est encore vivante. Hey, c'est moi, Liliane Weinberg. Gen, qui a donc des talents d'imitateur, va prendre la voix de cette chanteuse américaine. Il va faire croire aux soldats de Tsukasa qu'elle appelle depuis les USA qu'ils sont en train de construire leur civilisation. Ceci devrait convaincre les soldats de Tsukasa de ne plus le croire et de se rallier aux côtés des Américains. Et pour paraître encore plus convaincants, ils feront passer un morceau de musique enregistré sur le CD. Non mais attends, y a aucune chance que ça marche. Alors, marché conclu, je rejoins votre camp. À partir d'aujourd'hui, je suis des vôtres, comptez sur moi. Ah. Sauf qu'il y a encore un souci. Chrome s'est fait capturer par l'ennemi. Senku propose que tous les villageois volontaires se joignent à lui pour aller s'attaquer directement à Tsukasa. Et pour transporter tout le monde ainsi que tout le matériel nécessaire à l'attaque, il décide de fabriquer une voiture. Bon, là on rentre dans la mécanique beaucoup plus que dans la chimie, alors je vais passer vite dessus. Ils fabriquent des pistons qu'ils alimentent grâce à une machine à vapeur et qui vont faire tourner des rouages pour entraîner les roues en bambou tressé. Grâce à leur véhicule, les villageois arrivent aux abords de la forteresse de Tsukasa. Mais pour pouvoir rentrer dans la forteresse, ils vont probablement devoir passer en force. Et là, dans l'état actuel des choses, leur véhicule est beaucoup trop à découvert. Ils décident donc de le pimper et de le transformer en tank. On va le recouvrir de fer? Non, il serait trop lourd. Il ne pourrait plus du tout avancer. Il faut qu'il soit rapide si on veut s'en servir comme bélier. Oui, ça paraît plutôt logique. Alors dis-nous de quoi on a besoin, on t'écoute. De papier. En quoi? En papier. Pour un tank? Bah oui, l'extrait était quand même assez explicite. Oui, mais en quoi c'est résistant un tank en papier? Bah si, c'est quand même vachement costaud le papier, regarde. Bon, voyons ce que Senku va faire. Regarde, Senku, on a cueilli une tonne de mauvaises herbes. N'importe quelles herbes feront l'affaire. On va les faire bouillir dans de l'hydroxyde de sodium pour les détendre et les assouplir. Ensuite, on prend cette espèce de gelée bouillie. On la nettoie, on la presse et on la fait sécher. Ça alors, on dirait vraiment du papier. Je ne pensais pas que c'était aussi facile à fabriquer. Allez, comme à chaque fois dans les vidéos de Dr Stone, c'est parti pour vérifier la théorie avec l'expérience. Après avoir récupéré mes herbes et les avoir hachées, je les laisse macérer dans de l'éthanol pour éliminer la chlorophylle des feuilles. J'élimine ensuite l'éthanol chlorophyllé, puis je fais macérer l'herbe décolorée dans une solution de soude pendant toute la nuit. Je rince, je lave, puis je récupère une pâte que j'écrase le plus finement possible. Enfin, je la laisse sécher quelques jours. Pendant ce temps, essayons de comprendre ce qui se passe. Comme toutes les plantes, l'herbe contient une molécule très importante dans notre cas, la cellulose. En les faisant bouillir en milieu basique, les longues molécules de cellulose vont former des réseaux souples, ce qui donnera au mélange une texture de gel. Enfin, en séchant, ces mêmes molécules de cellulose vont garder cette structure, ce qui donnera au papier sa force et sa souplesse. En suivant mon mode opératoire, je récupérais donc ce palais de papier fait d'herbe. Bon, moi j'avais des gants, je suis chimiste et je suis majeur, donc je pouvais manipuler de la soude. Mais si vous voulez refaire l'expérience chez vous, protégez-vous. Bon, par contre, vous m'excuserez, mais je vais pas refaire l'expérience du bouclier fabriqué par Senku à partir de papier et de plastique fondu. Là, on va pas se mentir, on a d'un côté un bouclier en papier et en plastique, contre de l'autre côté une lance en pierre. Il n'y a littéralement aucun monde où la lance ne traverse pas le plastique, surtout que Kinru nous l'avait montré, mais il peut couper un arbre d'un seul coup. Pendant ce temps-là, dans sa cellule, Chrome s'interroge.
Comment sortir d'ici? Comment utiliser sa science et les objets qu'il a à portée de main pour sortir de sa prison? Comment, avec quelques branches séchées, des fleurs et des feuilles, il pourrait se débrouiller? Des branches. Ça devrait marcher. Si j'arrive à mettre le feu aux cordes qui lient les bambous, je vais y arriver. J'y arriverai jamais! Ouais, non, là, clairement, c'est impossible. Si seulement il avait de quoi lui apporter beaucoup d'énergie. Chrome, qui est très intelligent, se rappelait que Senku avait fabriqué de la soude à partir d'eau de mer. N'en ayant pas avec lui, il se décide à utiliser de l'huile de coude pour fournir de la transpiration en quantité suffisante, puis en y faisant circuler le courant de la pile, il forme de la soude. Bon, si on pinaille, là il va surtout former un gloubi-boulga de molécules. Mais bon, c'est vraiment du pinaillage parce que sur le papier, oui, on peut synthétiser de la soude à partir d'eau salée. Mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut notamment utiliser une membrane échangeuse d'ions qui favorise la mise en contact des ions sodium et hydroxyde. Bon, acceptons quand même. Grâce à la soude qui vient de former, Chrome arrive à dégrader les cordes maintenant les barreaux de sa prison. Il rejoint donc Senku et les autres villageois, et ensemble, ils décident d'attaquer la grotte dans laquelle est enfermée la réserve d'acide nitrique, leur permettant de fabriquer la potion de résurrection et de la poudre à canon. Et pour paraître encore plus effrayant aux yeux des adversaires, parce qu'un tank apparemment ça suffit pas, ils décident d'ajouter un canon fonctionnant grâce à une électrolyse alimentée par une pile de 15 volts. Coucou, c'est l'Antoine du montage. Je me suis rendu compte que dans l'animé, il n'y avait pas de mention de la tension de la pile, alors que dans le manga, oui. Je me baserai donc sur le manga pour la suite, mais je continuerai à vous montrer des extraits d'animé. Voilou. Il suffit de fractionner de l'eau par électrolyse. L'oxygène et l'hydrogène qui s'en dégagent remplissent le disque petit à petit. Et boum! Explosion! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça m'embête un peu. Pourquoi? Sur la réaction chimique, j'ai rien à dire. Quand on électrolyse de l'eau, on synthétise bien du dihydrogène et du dioxygène. Donc sur la réaction en elle-même, j'ai rien à dire. Alors, qu'est-ce qui t'embête? Ce qui m'embête un peu, c'est de me dire qu'on peut faire exploser un canon avec une pile de 15 volts. Et tu sais comment faire? En fait, je sais pas. Il faudrait que je vérifie par le calcul, mais ça risque d'être un peu relou pour tout le monde. T'as qu'à mettre le détail du calcul en non répertorié. Ah ouais. Bonne idée. Le détail du calcul sera donc expliqué en vidéo non répertoriée sur la chaîne. Si l'explication vous intéresse, vous trouverez le lien de la vidéo en description. Allez, sautons directement à la conclusion. On peut donc enfin estimer la pression, 6,7 bars. Mais est-ce suffisant pour faire sauter un canon? Alors pour un canon, je sais pas, et franchement j'ai pas trop envie de chercher, mais si on veut un ordre de grandeur, un bouchon de champagne saute à 2,5 bars. Et quand on voit tout le bruit que peut faire un bouchon de champagne, on peut se dire que oui, 6,7 bars c'est largement suffisant. Et petite parenthèse, mais le boulet est lui aussi très bien pensé. Une bouteille d'acide sulfurique entourée de morceaux de fer. En se brisant, l'acide sulfurique et le fer réagissent pour former du dihydrogène, un gaz très explosif qui à la moindre étincelle explose très bruyamment. Alors là, je suis complètement estomaqué. Le boulet et le canon sont a priori tout à fait réalistes. Oh, la grotte miraculeuse! On a enfin réussi à la conquérir! Et ben voilà, une fois de plus, la science l'a emporté sur la force brute. Impossible. Ils sont bien trop rapides. Comment ils font? Partez vite! Oh. Fuyez, allez! Oh. Merde. Notre matos scientifique. Salut, Senku. Salut, Tsukasa. Aïe, voilà les deux vrais monstres de l'armée de Tsukasa. Là, plus le choix, il faut se lancer dans l'affrontement. Qui l'emportera? La force brute ou la science? Juste avant ce combat, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vise les 10 000 abonnés cette année. Allez, place à l'action. L'affrontement final est à sens unique. Tsukasa et Yoga mettent une raclée monumentale aux soldats du village Ishigami. Ils sont vraiment trop forts. On s'y attendait, mais tout va reposer sur la science de Senku et de Chrome. Alors, que peuvent-ils bien préparer dans leur grotte? Gen et Senku récupèrent des excréments de chauve-souris qu'ils mélangent à l'acide nitrique de la grotte pour fabriquer de l'acide urique, un cristal blanc dont ils pourront se servir pour fabriquer de la poudre à canon. Reste plus qu'à attendre que les cristaux se forment. Ah, et en dehors de la grotte, ça ne va pas mieux. Le temps presse. Il faut vite trouver l'idée.
Si j'avais de l'acide sulfurique à mélanger avec l'eau miraculeuse, on aurait un super acide mixte. On pourrait vraiment faire des folies avec un tel mélange. Laisse tomber. Ça sert à rien de penser à ça, vu qu'on en a J'en pas. ai trouvé! Hein? Non. De l'acide sulfurique. Si tu en as besoin, j'en ai. Hein? Chrome, d'où t'as sorti ça, toi? Ben alors, t'as déjà oublié? On en a balancé au tout début. Ce sont les restes de notre faux coup de canon. Sérieux? La bouteille avait pas explosé? Je veux dire, la bouteille en verre qui avait été lancée à plusieurs centaines de kilomètres/heure contre la paroi d'une grotte n'avait pas explosé en 1000 morceaux? Bon. Oui! Chrome et Senku mélangent l'acide sulfurique et l'acide nitrique de la grotte. Senku sort alors de sa besace du savon dont il avait expliqué la fabrication dans les premiers épisodes et que nous avions brillamment expliqué dans la première vidéo sur Dr Stone. Allez la voir. En mélangeant la glycérine du savon et l'acide nitrique en présence d'acide sulfurique, les trois compères forment un produit très connu pour ses propriétés explosives, la nitroglycérine. Une réaction parfaitement plausible. Je vous renvoie d'ailleurs à la très bonne vidéo du chimiste qui avait détaillé la réaction. Quoi? Rien. Mais si, ça se voit que t'as un truc à dire. Oui, c'est vrai. Vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Bah, la nitroglycérine, ça explose pas. De quoi? Enfin, si, ça peut exploser, mais normalement non. Bon, détail. La nitroglycérine va naturellement se décomposer en un mélange de plusieurs gaz, tout en produisant une grande quantité de chaleur. Et si la réaction s'emballe, le mélange chauffe beaucoup, ce qui forme des gaz en très grande quantité et entraîne l'explosion. Bah du coup ça explose. Si la réaction s'emballe. Et ça s'emballe pas toujours? Non, seulement dans deux cas. Premier cas, en chauffant la nitroglycérine au-delà de 180 degrés, on va favoriser la décomposition de la nitro et elle va exploser. Deuxième cas dans lequel la nitroglycérine peut exploser, si elle n'est pas bien rincée. Lors de sa synthèse, la nitroglycérine est entourée d'acides. Ces acides déstabilisent les groupements nitro, ce qui entraîne la formation rapide de gaz. Il suffit ensuite qu'on secoue un peu le mélange pour accélérer encore la réaction et... Donc là, il n'y a rien à redire. Gen, Senku et Chrome n'avaient pas de quoi bien rincer la nitroglycérine, ce qui l'a fait bien exploser. Bah si t'avais rien à dire, pourquoi t'as râlé? En fait, je voulais surtout rétablir la vérité sur la nitroglycérine. Pour faire exploser la nitroglycérine à proximité de Tsukasa sans risquer d'autres dégâts, les héros vont à nouveau compter sur les talents de Gen. Avec cet avion en papier dynamiteur, on peut sauver tout le monde. Mais ça a beau impressionner les adversaires, ça n'arrange pas non plus les affaires de Senku, lui qui ne voulait tuer ni même blesser personne. La situation est complètement bloquée. Bon, à partir de là et jusqu'à la fin, il va y avoir beaucoup d'action et pas beaucoup de science. Je vous propose donc de regarder ce qui se passe et de mettre pause régulièrement pour pouvoir en parler. Senku et Tsukasa sont donc face à face dans une situation bloquée. Senku propose un deal à Tsukasa, un deal qu'il pourra difficilement refuser. Il s'avère que la petite sœur de Tsukasa avait subi un grave accident et s'était retrouvée en état de mort cérébrale avant la pétrification. Senku lui propose donc un marché. On t'offre une chance de faire revivre et de pouvoir retrouver ta petite sœur. En échange, tout ce qu'on demande de notre côté, c'est une trêve. De quoi? Mais comment il compte faire? Je veux dire, si la médecine en était incapable, comment Senku peut espérer y arriver? Grâce à la formule de résurrection. Quand Tsukasa avait brisé la nuque de Senku, la potion de dépétrification, ou aussi appelée formule de résurrection, avait déjà fait ses preuves. La petite sœur de Tsukasa étant actuellement pétrifiée, peut-être que la formule de résurrection pourrait s'avérer efficace. Une seule chose à faire, tester. Oh, la vache! Wow! Parfait. Le deal peut maintenant être respecté. La science a de nouveau gagné sur tous les plans. Mirai, tu es couverte de débris de pierre. Ça gâche ton joli visage. Tu devrais aller trincer. Il y a une rivière là-bas. Senku et Tsukasa sont emportés par le courant et s'échouent sur une plage un peu plus bas. Yoga les rejoint, dévoile tout son plan de méchant comme tous les méchants, et Senku et Tsukasa décident d'unir leurs forces restantes pour se battre contre Yoga. Tsukasa lutte comme il peut au corps à corps,
Mais il est blessé et Yoga trop fort. Senku, qui avait profité de la diversion de Tsukasa, fait exploser de la poudre de dynamite qu'il avait fabriquée à partir de la nitroglycérine. Mais Yoga est vraiment trop fort et Senku est dépassé. Ouh là là, il est certainement mort. Mais tu peux pas laisser un tant soit peu de suspense? Il y a 4 saisons de Dr Stone. Bien évidemment que Senku n'est pas mort. Bon, reprenons le combat. Yoga s'attaque ensuite à Tsukasa et le met à terre. C'est alors qu'on voit Senku s'approcher en rampant, tendre l'auriculaire et toucher la cheville de Yoga. Comment a-t-il fait pour avoir un véritable taser au bout du doigt? Et puis surtout, comment a-t-il fait pour résister à la lance de Yoga? Retour en arrière. La science primitive n'est pas si mal finalement. Une batterie au lithium aurait très certainement explosé après ton coup de lance, alors que des batteries au manganèse sont assez solides pour servir à la fois d'arme et de bouclier. Tu vois, si on relie les bobines de fil du téléphone à des batteries, ça forme un puissant transformateur. C'est la naissance d'un taser de 100 000 volts. Alors... Oui, les batteries au manganèse existent. C'est souvent des empilements de manganèse et de zinc qu'on appelle dans le langage courant des piles alcalines. Elles ne fournissent normalement pas beaucoup de tension, mais raccordées en série comme elles paraissent l'être sur Senku, elles peuvent effectivement fournir assez d'électricité pour mettre une belle châtaigne. Aussi, comme il le dit, une batterie lithium-ion aurait explosé si elle avait été transpercée, principalement à cause du lithium, un métal très réactif à l'eau, voire même à l'humidité dans l'air. Scientifiquement, pas grand chose à dire. Bon, je sais pas si on peut vraiment électrocuter quelqu'un dans ces conditions, mais j'ai pas grand chose à dire. Mais j'ai quand même une ou deux petites questions. Quand a-t-il eu le temps de fabriquer ce magnifique gilet pare-balles de manganèse? Pourquoi ne s'électrocute-t-il pas alors qu'il transpire sur du métal à nu conduisant un courant électrique? Et pour ces deux questions, on connaît très bien la réponse. Oui! Ça y est, les héros ont gagné. Toute l'armée de Tsukasa se range de leur côté, sauf Yoga et Omura qui sont enfermés. Seul petit hic, Tsukasa est gravement blessé. Je suis pas médecin, mais il paraît qu'une lance en pierre et en bois qui transperce un torse, ça peut picoter. Quoi? Rien que de penser aux échardes qui auraient pu se planter à l'intérieur de son torse, ça me fait mal. Ah, t'as raison. Bon, comment les héros vont-ils s'en sortir? Comment soigner le lycéen le plus fort de tous dans ce monde de pierre? Senku va alors proposer une bonne idée. Je ne vois qu'une solution pour empêcher ça. Te pétrifier temporairement. On va utiliser l'effet réparateur de la dépétrification pour en faire un traitement médical. Le prochain objectif sera donc de mettre la main sur cette technologie qui pétrifie. D'ici là, et pour conserver le corps de Tsukasa intact, Senku va décider de le congeler. Il va alors se servir de pistons pour baisser la pression dans une boîte et ainsi grandement refroidir l'air. Alors franchement, ils n'expliquent pas grand chose, mais voilà comment ça semble marcher. L'air entre dans un système avec 2 pistons et une zone enroulée de fils d'or. En actionnant le piston, on va d'abord dilater le gaz, ce qui va le refroidir. L'air froid refroidit les fils d'or qui transmettent le froid à une boîte. Ensuite, les pistons compressent l'air pour faire ressortir l'air chaud, puis rebelotent pour entretenir le froid. Alors oui, c'est à peu près la technologie derrière les frigos et les pompes à chaleur, même si je doute qu'avec les moyens dont ils disposent, ils puissent descendre beaucoup en température. Aussi, oui, le froid ça conserve, ça rien à dire. Par contre, comment Tsukasa va-t-il survivre à ce froid? Il va être congelé, il va pas vraiment vivre. Ouais, mais les cellules, ça devrait pas survivre normalement. Les cellules du corps humain sont composées d'environ 75% d'eau liquide. Si elles sont refroidies en dessous de 0 degré, l'eau qui est à l'intérieur gèle. Or, l'eau gelée prend plus de place que l'eau liquide. Les cellules vont donc gonfler jusqu'à éclater, ce qui va les faire nécroser. Donc simplement en les gelant, les humains meurent. Demandez à Jack. Alors aujourd'hui, on sait cryogéniser les humains. C'est une phrase que j'aurais pensé ne jamais prononcer un jour, mais voilà, on sait faire. Pour ça, on remplace le sang et l'eau par un liquide cryoprotecteur, ce qui permettra au corps d'être gelé à des températures inférieures à moins 190 degrés. Ça, aujourd'hui, on sait faire. Par contre, ce qu'on sait pas du tout faire, c'est dégeler. Enfin si, on sait dégeler, mais on sait pas dégeler et faire en sorte que l'humain reste vivant. Oui, mais pour Tsukasa, ils pourront le ressusciter grâce à la potion de résurrection. Ils ont bien ranimé sa sœur qui était à l'état de mort cérébrale. Oui, mais dans son cas, elle était maintenue en vie à l'hôpital. Les organes n'étaient pas endommagés irréversiblement. Dans le cas de Tsukasa, c'est pas tant la partie résurrection qui pose un problème, c'est plutôt la partie congélation. Bon, passons outre ce petit détail et laissons Senku geler Tsukasa. La scène qui suit est particulièrement émouvante. Je vais donc vous laisser en profiter. Qui devient géant après avoir avalé un champignon similaire? C'est Super Mario, tu te rappelles? Mais il devient pas plus fort d'1 millimètre. Et tu sais pourquoi? Tout simplement
Parce qu'il a juste l'impression d'avoir grandi après avoir bouffé ce fameux champignon. C'est une hallucination à 10 milliards %, pas vrai, Tsukasa? N'est-ce pas, Tsukasa? Et pourquoi il a fallu qu'il fasse une remarque scientifique au milieu de son discours? En plus, il a raison. L'acide iboténique contenu dans les amanites tumouches peut se transformer au moment de la digestion en muscimol, un neuroactif hallucinogène quand il est consommé en petite quantité. Se dire que Mario s'imagine grand quand il en mange est quand même assez drôle. Bon ben voilà, reste plus qu'à récupérer la fameuse technologie de pétrification. Mais ça, ce sera pour la saison 3 et une prochaine vidéo. Enfin ça dépend de vous. Voilà ce qu'on vous propose. Si cette vidéo atteint les 15 000 vues, on fera une suite. Donc pour ça, vous savez comment faire. Commentez et partagez la vidéo pour le référencement. Aussi, mais ça c'est juste pour nous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine!